Donc, si on revient à notre histoire de l'embargo, donc là, vous avez un peu le profil avec les chiffres. Donc, si on fait une histoire courte, durant à peu près 400 ans, Cuba, c'est une colonie espagnole. Donc, les Américains, à un moment donné, sont dans une lutte avec l'Espagne, puis il y a une guerre entre les deux. Bon, bref, il y a un conflit qui dure assez longtemps, et les Américains finissent par contraindre l'Espagne à abandonner l'île. Ce qui va faire en 1898 de Cuba un pays indépendant. Sauf que là, ils sont comme pas trop capables de s'organiser par eux-mêmes, donc ça devient de facto un genre de protectorat américain. Bref, c'est un État indépendant, mais les Américains sont là pour les aider, puis bref, faire du commerce avec eux autres, installer des hôtels sur l'île, faire de places touristiques, etc., etc. Sauf que là, en 1959, il y a une révolution, on renverse le gars qui était là, qui s'appelait Batista, et à la base, ça faut le savoir, Washington a supporté cette révolution-là, parce qu'à la base, c'est pas Fidel Castro qui fait la révolution, c'est un gars qui s'appelle Manuel Urrutia Leo. Donc lui, ou Léo, ou je sais plus exactement comment il le prononce, mais lui, c'est un démocrate, c'est un libéral, il est là officiellement pour faire de Cuba un pays plus libre, parce que Batista, c'était un genre de dictateur, ou en tout cas, il était là de manière assez autoritaire. Mais ce qu'on finit par savoir, puisque les Américains savaient pas, c'est qu'il est utilisé en secret par les castristes et par Che Guevara pour faire bonne image. Il va démissionner après quelques mois en 1959 suite à des menaces de mort de Fidel Castro. Est-ce qu'on est vraiment surpris de ça? Parce qu'il s'était opposé aux exécutions que les communistes faisaient. Donc les communistes, ils exécutaient du monde en pleine rue. Faut comprendre comment ça marchait. Donc il y avait des fusillades en pleine rue, puis des affaires de même. Et donc lui, il s'était opposé aux fusillades que faisaient les castristes, et Castro lui aurait dit, ça c'est dans la biographie de Fidel Castro qu'on raconte ça, on dit, Castro aurait dit à Manuel, il aurait dit, tous les opposants seront liquidés. Donc là, la chienne y a pogné, Fidel Castro il est armé, etc. Donc il quitte le pouvoir, et puis il va s'enfuir au Venezuela, à l'époque où c'était à peu près encore fonctionnel, puis il va finir sa vie aux États-Unis par la suite comme prof de langue, je pense, d'espagnol à New York. Donc, il va avoir une carrière là-bas, puis il va mourir, je pense, dans les années 80. Puis c'est un gars qui va avoir beaucoup de choses à dire après sur le régime cubain, comment ça va s'être fonctionner, comment ça va fonctionner, etc. Donc, Fidel Castro, avant de devenir l'espèce de dictateur suprême du régime, il est nommé premier ministre dans cette espèce de processus-là, et il va tout de suite faire un rapprochement avec l'URSS. Évidemment, l'URSS, on est en plein contexte de guerre froide, les Américains le prennent pas pantoute, parce que c'est eux, oubliez pas, qui ont aidé à chasser les Espagnols de l'île et de faire de Cuba un pays indépendant. Donc, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, comme tout bon régime communiste, il procède à une nationalisation. Donc, le 17 mai 1959, la loi de la réforme agraire est décrétée. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça nationalise toute propriété appartenant à des Nord-Américains, principalement des Américains des États-Unis. Donc, entre 1898 et 1959, eux autres, ils avaient investi quand même pas mal dans l'île, dans la production de sucre, de canne à sucre, de tabac, etc. Donc, on les nationalise sans compensation, ce qu'on appelle aussi expropriation, ce qu'on appelle aussi un vol. Donc, c'est un vol. Puis là, vous avez une propriété que vous avez achetée, que vous avez eue par compensation d'une autre action, etc. Donc, on vous vole votre propriété. Le 4 février 1960, l'Union soviétique signe un accord commercial avec Cuba. Donc, les hostilités commencent, là. Et vous avez vu d'où les hostilités sont parties. En avril 1960, les multinationales Exxon, Texaco et Shell, donc des pétrolières, à la demande du gouvernement américain, décident de limiter les exportations de combustibles vers Cuba, parce qu'on pense que ces combustibles-là, dans le fond, sont utilisés pour faire fonctionner du stock militaire, dans le fond, en partenariat avec l'Union soviétique. Donc, en mai 1960, il y a 3 raffineries, les mêmes, donc Shell, Esso, Texaco, etc., qui refusent de traiter le pétrole importé de l'Union soviétique. Donc, Castro fait importer du pétrole qui vient directement de l'URSS, et les raffineries américaines refusent de traiter ce pétrole-là en disant, nous autres, c'est pas vrai qu'on va commercer avec les communistes. Qu'est-ce que fait Fidel Castro? Il les fait saisir, donc les multinationales sont nationalisées.
Donc, il y a une autre vague de nationalisation. Le gouvernement cubain nationalise une usine de nickel qui s'appelait Nicaro, qui était opérée par des administrateurs américains qui, eux, vont refuser de continuer à opérer l'usine après la nationalisation. Donc, l'usine va fermer dû à un dysfonctionnement, évidemment, parce qu'il n'y a pas la main-d'œuvre, l'expertise pour la faire fonctionner. Le 3 janvier 1961, donc on est quand même 2 ans, ça a duré 2 ans, toute cette histoire-là de nationalisation, d'expropriation, de vol, de propriété, etc. Donc le 3 janvier 1961, c'est la fin des relations diplomatiques entre les deux pays. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le 31 mars, Kennedy refuse l'entrée de 3 tonnes de sucre de canne aux États-Unis. C'est le premier acte d'embargo comme tel. Et puis c'est fait par qui? C'est fait par le bon John F. Kennedy, hein, celui que tout le monde aime. C'est pas Donald Trump là, qui est là. C'est John F. Kennedy, donc le grand homme, etc. Donc celui que la gauche aime beaucoup. Mais bref, c'est lui qui opère les premières sanctions envers Cuba, qui, d'une certaine manière, l'avait bien cherché à ce moment-là. Donc, avril 61, il y a les Américains essaient d'aller mettre de l'ordre sur l'île et décident d'envahir ce qu'on appelle la baie des Cochons, qui est au coin de l'île, et l'opération échoue. Finalement, ils disent, ça marche pas cette histoire-là, on va se mettre dans la marde. Finalement, après 72 heures, les militaires repartent et on abandonne l'opération. En 62, en réponse aux nationalisations, aux expropriations, qui sont ordonnées par le gouvernement, tout ça, il y a d'autres sanctions qui se mettent en place progressivement. On interdit certains échanges commerciaux. Donc, en mars 62, pour être vraiment précis, la majorité des pays d'Amérique latine, on parle pas des États-Unis, les pays d'Amérique latine, donc leur allié naturel, les autres pays, les anciennes colonies espagnoles et portugaises, la majorité de ces pays-là excluent Cuba des échanges commerciaux. Et tous les autres pays occidentaux, sauf le Canada, la France, l'Espagne, refusent de commercer avec Cuba, alors vu comme un régime sanguinaire, un régime communiste, un régime dictatorial. Et ces pays-là rompent complètement les liens commerciaux avec Cuba. Évidemment, il y a toujours le Canada puis la France, puis tout ça qui font faut toujours qu'ils soient à part des autres là-dedans. Et l'URSS, elle, va les augmenter drastiquement puisque Cuba est en train de crever dans toute cette histoire-là. Du 16 au 28 octobre 1962, qu'est-ce qui se passe? Un événement important, c'est la crise des missiles à Cuba. Donc, c'est quoi qui se passe? C'est que le 14 octobre 1962, donc quelques jours avant, il y a un avion U-2 ou U-2, je sais pas exactement comment il faut le prononcer, donc il est piloté par le commandant Richard Iser. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il passe au-dessus de l'île, puis il photographie un peu par hasard des sites d'installation de missiles. Le lendemain, on va regarder les films de ces photos-là et on se rend compte que l'URSS est en train d'installer des missiles SS-4 à tête nucléaire sur l'île de Cuba. Donc, c'est des rampes de lancement, des missiles, des bombardiers, des fusées et même des conseillers soviétiques, des avions, dans le fond, qui transportaient des conseillers soviétiques qui sont repérés sur l'île de Cuba. On va identifier 26 navires soviétiques qui transportent des ogives nucléaires. Qui sont opérationnels en 10 jours, qui sont en route vers l'île. Puis les autres sont repérés dans l'océan. Donc, c'est ça, des têtes de missiles soviétiques sont installées sur l'île en direction des États-Unis dans le but de les bombarder en cas de guerre nucléaire. Donc, je ne sais pas si vous savez ce qui est en train de se passer, là, mais il y a une révolution communiste, on nationalise, on jette tout le monde dehors de l'île, on vole les propriétés et on fait affaire avec l'ennemi numéro 1 de notre pays voisin pour installer sur l'île des missiles nucléaires. C'est pas là... Bon, c'est pas fin, ils ont fait un blocus, là-bas, ils ont plus d'œufs. Ouais, mais là, il y a un contexte à ça, là. Il y a un contexte à ça. Mais bref, je referai pas toute l'histoire de cet épisode-là, mais heureusement, ça s'est résolu de manière pacifique. Il y a eu un retrait des missiles nucléaires soviétiques à Cuba. C'est finalement l'histoire du fameux téléphone rouge, hein. Il y a un téléphone rouge qui va être installé entre Moscou et Washington pour que les deux présidents puissent se parler directement. Et puis c'est là qu'il y a c'est là qu'ils ont réussi à la dernière minute dans le fond
à enlever à éteindre la menace d'une guerre nucléaire finalement qui aurait pu faire rage assez facilement à cette époque-là. Il y a le retrait des missiles nucléaires américains qui sont en Turquie ou en Italie. Et en Italie, en tout cas, une partie d'entre eux, les Américains disent « OK, c'est bon, on enlève cette section-là. » Et il y a un accord URSS-États-Unis qui stipule que les États-Unis n'envahiront pas Cuba comme de manière militaire à moins d'une provocation directe, donc c'est-à-dire à moins d'attentats terroristes, etc. Le point négatif de toute cette histoire-là, c'est qu'il y a un renforcement de Fidel Castro au pouvoir. On vend à la société cubaine l'idée que les Cubains sont des victimes des États-Unis, puis là, il faut absolument devenir un État militaire encore plus contrôlant, répressif, etc. pour faire en sorte que on protège les Cubains de la menace, etc., notre allié, l'URSS, etc. Bon, bref, suite à cet épisode-là, Kennedy, qui pardonne pas du tout à Cuba d'avoir fait affaire avec l'URSS pour pratiquement essayer de détruire les États-Unis, impose la restriction de voyage vers l'île et l'interdiction des échanges commerciaux entre les deux pays. Donc, grosso modo, c'est ça l'embargo. L'embargo, c'est quoi? C'est le fait que les Américains ont pas le droit de voyager à Cuba. On fait pas de liens commerciaux entre les deux pays. L'embargo va être assoupli et renforcé en alternance, grosso modo, depuis les années 70-80. Donc, certains gouvernements vont dire, OK, là, on peut envoyer un peu de nourriture. D'autres, finalement, vont dire, non, nous autres, on s'occupe pas de Cuba, qui s'arrange avec le trouble, avec ce qu'ils ont fait. Donc, comme par exemple, en 2008, sous le gouvernement de George Bush, eux, ils ont dit, on va envoyer plus de nourriture. Donc, à ce moment-là, sous le gouvernement républicain, il y avait la majorité de la nourriture qui était importée vers Cuba, qui venait des États-Unis. Donc, je pense que sous Obama, après, ça a été le pourcentage a diminué, mais bref, je pourrais pas m'avancer sur ces chiffres-là. Faut savoir, puis ça c'est un point important, que les mesures d'embargo ont toujours été supportées par la diaspora cubaine. Donc, c'est-à-dire les Cubains que je vous disais qui se sont sauvés, dont la fille, même une des filles de Fidel Castro, genre j'oublie le nom, qui s'est sauvée de l'île. Je pense que c'est parce qu'elle était partie faire des études, ou je me souviens plus exactement, mais elle a réussi à se sauver de l'île, a toujours été un adversaire par la suite du régime de son père. Donc la diaspora cubaine a toujours été pour les mesures d'embargo, pour envoyer un message clair que le monde libre, la société libre, ne devait pas encourager les régimes communistes et dictatoriales. Bref, l'embargo des États-Unis, là, si on fait un genre de wrap-up à des raisons historiques, ça devrait sans doute être levé. Là. La plupart des gens s'entendent pour dire qu'on devrait lever ça, à condition que le gouvernement cubain montre un peu de bonne volonté. C'est vrai qu'il fait mal dans le sens où il prive Cuba de liens commerciaux avec les États-Unis, encore que on a vu qu'il y avait de la nourriture qui rentrait, puis que c'est pas vrai que les États-Unis commercent pas du tout avec Cuba, mais Cuba peut quand même, comme je l'ai dit, commercer avec le reste du monde. Ils sont pas isolés du monde complètement, ils ont quand même les moyens de créer des échanges commerciaux avec d'autres pays. La preuve, c'est qu'ils le font avec la France, ils l'ont fait d'ailleurs avec le Venezuela, donc il y avait une espèce de deal où ils échangeaient des médecins au Venezuela en échange de pétrole. Ils le font un peu, je crois, avec le Pays-Bas, mais bref, le seul problème de Cuba, le principal problème, c'est qu'ils ont rien. Ils n'ont pas d'économie. Il n'y a pas d'économie vu que c'est un système communiste. Donc, ils n'ont pas de nickel. Ils ont pas de ressources. Ils n'ont pas rien. Ils ont un peu de nickel dans les quelques mines qui fonctionnent encore. Dans les quelques usines. Ils ont un peu de tabac, un peu de café, un peu de rhum. Bref, le seul client, c'est le Venezuela, l'Espagne, la Russie, le Liban, l'Indonésie, l'Allemagne et un peu les Pays-Bas, comme je l'ai dit. Même le Canada fait pas vraiment partie de ça. Les biens importés, un peu de pétrole, un peu d'aliments, tout ça. Mais bref, c'est beaucoup d'importation, très peu d'exportation, pas beaucoup de commerce. Essentiellement une économie de tourisme et pas grand-chose d'intéressant là-dedans. Donc, le commerce technologique qui devient difficile parce que c'est des règles moyenâgeuses. Même jusqu'en 2008, c'était interdit de posséder un ordinateur, pas d'Internet avant 2012. Bref, c'est une place qui est assez dangereuse. Pas dangereuse, mais je veux dire, c'est une place qui est assez limitée au niveau de la liberté économique, au niveau de la manière dont ça fonctionne. Donc, c'est le principal fournisseur, finalement, c'est la Chine qui leur envoie du stock, l'Espagne, la Russie, un peu le Brésil, les États-Unis qui représentaient quand même 4,5%, là, malgré l'histoire de l'embargo.
Mais bref, c'est une place de tout croche, là. Je veux dire, y a pas d'économie. Eux autres, dans le fond, alors que les pays pauvres, normalement, exportent, mais eux, importent parce qu'ils sont rien capables de produire par eux-mêmes. Tout ce qui est pétrole, tout ce qui est machinerie, tout ce qui est équipement, tout ce qui est produits chimiques, c'est-à-dire les médicaments. On pourrait parler de leur pseudo-système de santé extrêmement évolué, là. Mais bref, tout ça est très... Ça, c'est un sujet quand même assez complexe, mais bref, je voulais en parler pour défaire cette espèce de mythe-là, là, que Cuba, c'est une île paradisiaque, là, où tout se passe bien, c'est tellement démocratique, puis il y a tellement je sais plus trop, c'est Léopold Lauzon qui parlait de ça, là, les espèces de comités citoyens. Oui, fais ce que tu veux dans un comité citoyen, mais Chris, t'arrives au bulletin de vote, il y a quand même rien qu'un parti, puis les opposants du régime, ben, ils ont été crissés dans une coulée avec une balle dans la tête, ou persécutés jusqu'à temps qu'ils finissent par s'enfuir, ou aller se cacher dans un autre pays, ou aller se cacher en prison, là. Donc je veux dire, c'est assez spectaculaire comme place. Ça te fait pas très bon vivre, puis moi j'aime mieux pas trop encourager ce genre de régime là.